Je m'appelle Tiffany Stone, j'ai 48 ans. J'occupe un poste de comptable dans une entreprise de climatisation. Je vis avec mon mari Edouard et ma belle-mère. Nous n'avons pas d'enfants. J'ai rencontré Edouard pour la première fois dans une grande entreprise de promotion immobilière où je travaillais auparavant et où il venait d'arriver en tant que nouvel employé. Je pensais qu'Edouard était l'un de ces hommes modernes, car je le voyais apprécié par ses collègues féminines et par les employés masculins plus âgés. Cependant, pour une raison que j'ignore, Edouard a dit, les autres employés de la comptabilité semblent un peu inaccessibles, mais il y a quelque chose de chaleureux et d'agréable chez toi, Tiffany, et il a commencé à me tendre exclusivement les documents comptables. Je ne savais pas s'il était naturel, s'il avait ou s'il était simplement lent, mais il y avait souvent des erreurs dans les documents, où ils étaient soumis juste avant la date limite. À chaque fois, il s'excusait mais répétait les mêmes erreurs, ce qui m'obligeait à faire beaucoup d'heures supplémentaires. Est-il malin? Ou bien est-il simplement en train de manœuvrer habilement, tout en gardant le sourire à l'extérieur? Je me sentais un peu désemparée à l'intérieur. Cependant, lorsqu'il me voyait me débattre avec un papier à lettres fourni par l'entreprise, il me proposait parfois le papier à lettres qu'il recommandait. Ce souci du détail ne ressemblait pas à une simple flatterie. J'ai fini par tomber sous son charme et par le soutenir. Nous nous sommes rapprochés lorsque je suis tombée malade dans le train pendant notre trajet. Peut-être en raison d'heures supplémentaires consécutives pendant la période de pointe, je n'ai pas supporté la foule dans le train et j'ai eu des vertiges. J'ai réussi à atteindre la station où je descends pour aller travailler, mais j'étais épuisée et je me suis assise sur un banc sur le quai, incapable de bouger, me sentant nauséeuse. Edouard m'a remarqué et, sans se soucier de salir son costume, il m'a transportée jusqu'à la salle médicale sous la direction du personnel de la gare. Là, j'ai pris des médicaments que j'avais avec moi, je me suis reposée un peu et je me suis sentie mieux. Lorsque j'ai contacté mon lieu de travail, mon chef m'a demandé de rentrer chez moi immédiatement. Edouard a reçu l'ordre de veiller à ce que je rentre chez moi en toute sécurité. Malgré mon refus, il a fini par me raccompagner. Le lendemain matin, je suis allée travailler comme d'habitude, je me suis excusée auprès de mon patron et de mes collègues et j'ai expliqué la situation à Edouard et à son patron du département des ventes. Je suis vraiment désolée pour ce désagrément. J'aimerais faire quelque chose pour me faire pardonner. Alors, que diriez-vous de m'inviter à dîner vendredi? Je suis un peu à court d'argent juste avant le jour de paie. Edouard a demandé innocemment, et j'ai accepté en riant. Je pensais qu'il s'agirait d'un dîner unique, mais plus tard, il m'a dit que j'avais reçu mon salaire, alors laisse-moi t'inviter cette fois-ci. Au fur et à mesure que nous échangions des signes de reconnaissance, les gens autour de nous ont commencé à nous considérer comme un couple. Cependant, je fus la seule à m'empresser de le nier. Edouard, comme toujours, était insouciant et a dit, il n'y a pas besoin de le nier si vite. Et avant même de nous en rendre compte, nous avons été traités comme un couple officiel. 2 ans plus tard, à l'âge de 28 ans, Edouard m'a demandé en mariage en disant, si nous nous marions, tout le monde sera à l'aise, alors nous nous sommes mariés. Se sentant mal à l'aise à l'idée de travailler au même endroit, Edouard m'a encouragé à démissionner, ce qui était plutôt inattendu. Edouard, mais aussi ma belle-mère, m'ont fortement suggéré de démissionner pour pouvoir vivre après le mariage. Nous avons d'abord envisagé de vivre dans cette région en supposant un double revenu. Mais on nous a suggéré de vivre chez mon beau-père. Mon beau-père était décédé il y a 10 ans, et après le mariage de ma belle-sœur amie, celle-ci avait déménagé. Edouard et ma belle-mère vivaient seuls, et même si je pensais que nous finirions par vivre ensemble, je ne m'attendais pas à ce que nous recommencions depuis le début. Cependant, si Edouard déménageait, ma belle-mère se retrouverait seule, ce à quoi elle s'opposait fermement. Convaincus par l'idée d'économiser sur le loyer, nous avons commencé à vivre ensemble après notre mariage. À eu début, il n'y a pas eu de problème et c'était paisible. Ami, diplômé d'une université prestigieuse et travaillant pour une grande société commerciale, faisait la fierté de ma belle-mère, alors qu'elle ne s'intéressait guère à Edouard. Ami a commencé sa nouvelle vie dans un appartement situé à 30 minutes du centre-ville et demandait souvent à sa mère de l'aider à la maison. Maman, viens m'aider.
Je suis trop occupée pour m'occuper des tâches ménagères, plaidait-elle, et ma belle-mère était contente de moi. Parfois, lorsque ma belle-mère ne pouvait pas se débrouiller seule, ou lorsqu'Amy faisait une pause pour prendre le thé avec elle, on me demandait aussi de l'aider. Normalement, ma belle-mère n'interférait pas beaucoup dans la vie d'Édouard et la mienne, ce qui rendait notre vie commune plus confortable que je ne l'avais imaginé. C'est pourquoi je pensais qu'aider ma belle-sœur Amy dans les tâches ménagères de temps en temps n'était pas si important. Cependant, un jour, Amy et ma belle-mère sont partis en vacances, et pendant ce temps, j'ai été chargée de ranger la maison d'Amy. Amy craignait que son mari, Nathan, ne soit incommodé à son retour. Elle m'a donc demandé de m'occuper des tâches ménagères pendant son absence. Elle m'a donc demandé de m'occuper des tâches ménagères pendant son absence. Elle m'a demandé de m'occuper du ménage, de la lessive et de la préparation des repas après notre départ. Et j'ai donc commencé les tâches et son appartement comme demandé. J'ai nettoyé la maison, lavé et repassé les vêtements, en suivant la routine des tâches quotidiennes. En ce qui concerne la conservation des aliments dans le réfrigérateur, je me suis souvenu qu'Amy avait insisté sur le fait qu'il fallait veiller à mettre au frais la bière préférée de mon mari, mais je n'ai trouvé cette bière nulle part. Seule l'eau minérale et les boissons diététiques étaient visibles. Me reprochant de ne pas avoir vérifié à l'avance, j'ai décidé de me précipiter pour faire les courses. Je me suis rendu au supermarché voisin. J'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé la marque de bière en question. La bière belge que Nathan préférait était un produit rare, que l'on ne trouvait pas aussi facilement que les marques américaines typiques. J'ai d'abord pensé la trouver dans un autre magasin, mais après avoir visité plusieurs supermarchés et pharmacies des environs, je n'ai trouvé cette marque nulle part. À l'époque, les applications cartographiques n'étaient pas encore très répandues et je ne connaissais pas très bien la région où vivaient Amy et son mari. Il était difficile de savoir ce que chaque magasin proposait, et comme je visitais de nombreux magasins à la recherche de la bière, je commençais à me sentir de plus en plus coincé. Le temps passant et mon anxiété grandissant, j'ai décidé de prendre un taxi en dernier recours. Je me suis rendu directement dans un grand magasin voisin et j'ai finalement trouvé la bière tant recherchée dans la section des alcools au soudage sol. Je suis entré dans l'appartement un peu après 17 heures, alors que le ciel commençait à s'assombrir. Même Fadigue a été surpris de courir partout, sans oublier la bière qui devait être mise au frais chez Amy. Je m'y suis rendu en toute hâte. Une scène inattendue m'y attendait. Dans le salon, je vis Nathan, qui était rentré plus tôt que d'habitude. Nathan, tu rentres tôt, m'exclamai-je, surprise. Et je commençai à ranger le tablier et les divers sacs remplis de nourriture sur le canapé en désordre. Soudain, Nathan demanda, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ma femme m'a dit que nous avions engagé une professionnelle pour faire le ménage, ce qui m'a laissé un peu perplexe. D'après Nathan, il était prévu de faire venir sa mère de sa lointaine ville natale pour qu'elle vive avec lui, afin de soutenir leur vie active de couple. Et elle explique, notre famille, tout comme celle de ma femme, n'a plus de père et je suis fils unique. Et ma mère ne peut compter que sur moi et je voulais qu'elle vive avec nous en échange de son aide pour les tâches ménagères. Cependant, Amy avait fortement insisté, si possible, je veux aussi que ma mère vienne vivre avec nous. Mais le favoritisme n'est pas juste et va à l'encontre de la justice. Cette déclaration était empreinte d'un profond désir d'équilibre et d'équité au sein de la famille. Finalement, une solution satisfaisante pour les deux familles a été trouvée et elles ont décidé de faire appel à une aide extérieure pour les tâches ménagères. Le coût de ce service devait être partagé à parts égales entre Amy et Nathan, dans un souci d'équité. Cependant, la situation réelle était un peu différente. Secrètement, ma belle-mère et moi assumions le rôle d'aide ménagère. Lorsque Nathan l'a découvert, il a réagi rapidement et a contacté Amy, sentant qu'il y avait un problème. Amy et ma belle-mère sont revenus précipitamment des sources thermales. Mais une violente dispute éclata entre elles à la demande sévère de Nathan, « Je ne peux pas partir. Je ne peux pas partir. » Je suis restée la bas. Il a alors été révélé qu'Amy avait utilisé l'argent destiné à l'entretien du ménage pour se refaire une beauté et se détendre, ainsi que pour passer du temps avec sa mère. Finalement, ma belle-mère s'est avancée et a présenté des excuses sincères. Elle a promis d'agir plus prudemment à l'avenir.
Ce qui a permis de résoudre la situation pour le moment. Le conflit s'est apaisé. Cependant, peu de temps après, on a appris qu'Amy avait offert des cadeaux à un styliste populaire du salon de beauté qu'elle et sa mère fréquentaient et qu'elle prenait un verre ensemble. Compte tenu de l'incident précédent, Nathan, furieux, a refusé toute médiation de la part de ma belle-mère, ce qui a finalement abouti à un divorce. Le mariage d'Amy s'est terminé en moins de 5 ans sans qu'il y ait eu de conflit sur le partage des biens en raison de la location de l'appartement. Le divorce a été réglé en douceur, sans demande de compensation de part et d'autre. En raison de diverses spéculations dues au fait qu'ils partagent le même lieu de travail, Amy a choisi de démissionner et de changer d'entreprise, en partie parce qu'elle avait été repérée. Elle avait l'intention de prendre un nouveau départ. Cependant, déçue de ne pas avoir pu obtenir la carrière qu'elle souhaitait, elle a dirigé ses frustrations vers ma belle-mère et moi. Tout ce malheur est de votre faute. Et si vous aviez mieux géré les choses, rien de tout cela ne serait arrivé. Vous êtes la femme qui a été un obstacle dans ma vie. Amy m'a accusée avec véhémence. Malgré ces accusations injustes, ils ont commencé à me critiquer. À un moment où je luttais contre le fait de ne pas avoir d'enfant, ma belle-mère m'a dit froidement, « Je voulais avoir un petit enfant, mais si l'enfant venait de quelqu'un comme toi, il aurait été difficile de l'aimer. » C'était peut-être mieux ainsi, remarque-t-elle avec sarcasme. Choquée par une telle injustice, des larmes ont involontairement coulé de mes yeux. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce sont les mots qu'Édouard a prononcés en me voyant pleurer. Il est trop tard pour pleurer et regretter tes erreurs maintenant. Pourquoi n'as-tu pas pu mieux gérer les choses? Celui qui a vraiment le droit de pleurer, c'est moi, a-t-il dit avec une froideur surprenante. En entendant ces mots, j'ai été frappé par un choc profond, réalisant qu'Édouard, bien que sachant tout, me blâmait. Je me suis rendu compte que dans cette maison, il n'y avait personne de mon côté. En réalisant cela, j'ai commencé à envisager sérieusement le divorce. Mais étant donné que j'avais démissionné pour me concentrer sur le foyer, il n'était pas facile d'exprimer des idées de séparation. Bien que le retour au domicile de mes parents soit une possibilité, je me sentais mal à l'aise car mon frère et sa femme y vivaient déjà, d'autant plus que j'étais au chômage. Trouver un emploi convenable dans ma ville natale me paraissait décourageant. Dans ces circonstances, j'ai décidé de viser l'indépendance financière. Grâce au réseau que j'avais constitué lors de mon précédent emploi, j'ai discrètement trouvé un poste de comptable à temps partiel. J'ai dit à ma famille que je me sentais coupable de ne pas avoir encore d'enfant. Je veux contribuer aux finances du ménage, les larmes aux yeux, j'ai pu obtenir la permission de travailler. J'ai commencé à travailler le mois suivant, en faisant de mon mieux car j'étais pleinement consciente des risques d'être critiquée pour avoir négligé les tâches ménagères ou d'être poussée à quitter mon emploi, même lors de journées épuisantes ou physiquement éprouvantes, sans faire de compromis au travail et en saisissant toutes les opportunités de croissance. J'ai été promue à un poste à temps plein 2 ans après avoir commencé comme employée à temps partiel. 5 ans plus tard, à l'invitation d'un ancien patron qui créait sa propre entreprise, je suis passée à l'entreprise de climatisation actuelle, où je suis heureux de m'investir dans mon travail. Cependant, le jour de nos 20 ans de mariage, alors que je faisais la vaisselle dans la cuisine après le dîner, Édouard, qui passait habituellement son temps avec sa mère et était indifférent à ma présence, est venu me dire « Il faut que je discute de quelque chose. Veuillez venir dans le salon. » Sentant que c'était inhabituel, je me dirigeai vers le salon où Édouard, sans me laisser m'asseoir, annonça « C'est déjà décidé, mais à partir du mois prochain, nous commencerons à vivre avec ma mère et ma sœur. » Alors que je restais interloquée, ma belle-mère a ajouté « Amy a dit qu'elle avait besoin d'un peu de temps pour récupérer à la maison, car le stress de son nouveau travail affecte sa santé. C'est mieux pour elle de se détendre à la maison dans ces moments-là. De plus, la présence d'étrangers est déstabilisante, n'est-ce pas ?» Elle a ajouté, elle s'est approchée de moi et a continué à me tendre un piège malveillant. Les étrangers devraient rentrer chez eux, en faisant un geste dédaigneux. À ce moment-là, ma belle-mère et Édouard me regardaient en souriant, comme pour jauger ma réaction. Mais à l'intérieur, j'étais secrètement ravie, pensant, je vais enfin pouvoir gagner ma liberté. Je me suis tournée vers eux avec un sourire calme et j'ai dit,
je comprends. J'y partirai demain après-midi et je retournerai dans ma chambre en les laissant stupéfaits. Le lendemain, après avoir accompagné Édouard à son travail, j'ai attendu l'arrivée de l'antiquaire dont j'avais pris rendez-vous la veille. Ma belle-mère a eu l'air surprise par ce marchand inconnu, mais nous avons poursuivi le travail rapidement sans nous laisser distraire par sa réaction. Dans la cuisine, nous avons tout vérifié. Du réfrigérateur au four à micro-ondes, en passant par le lave-vaisselle, la friteuse, la machine à soda chère à ma belle-mère, la table à manger et même l'indispensable plaque à induction. Dans le salon, la liste comprenait la télévision, le climatiseur, l'aspirateur robotisé, l'assistant vocal BI, le tapis chauffant rarement utilisé et même le canapé. Nous avons aussi rapidement inclus dans le devis le lave-linge, le bureau et la bibliothèque de la chambre d'Édouard, son climatiseur, le lit et la commode de ma belle-mère et de mon mari. Alors que le concessionnaire était au téléphone en train de parler à quelqu'un, ma belle-mère, effrayée, s'est précipitée vers lui en s'exclamant « Attendez une minute, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous ne pouvez pas faire irruption dans la chambre à coucher comme ça. » Après avoir été vivement réprimandée par elle, j'ai répondu en souriant « Après tout, je ne suis qu'une étrangère dans cette maison. Je voulais nettoyer mes affaires avant de partir, et c'est à ce moment-là que les déménageurs que j'avais demandés sont arrivés. En un rien de temps, les appareils ménagers et les meubles listés à l'avance ont été emportés les uns après les autres. Ma belle-mère ne pouvait que marcher, hébétée, incapable de faire quoi que ce soit contre la rapidité de l'opération. Finalement, même les lampes LED de la pièce ont été enlevées et les vendeurs sont partis. Il ne restait plus que le PC d'Édouard, un peu de literie et le maquillage de ma belle-mère, qui m'a de nouveau interpellée en me disant « Tu crois que tu vas pouvoir t'en sortir en faisant une chose pareille ?» Je lui ai répondu « J'ai déjà consulté un avocat au sujet des conséquences. » J'ai pris mon bagage à main et j'ai quitté la maison de mes beaux-parents. Une semaine plus tard, l'avocat que j'avais engagé m'a informé qu'Édouard, ma belle-mère et amis s'étaient précipités au bureau de l'avocat le jour où ils avaient été prévenus. Lorsque je suis arrivée un peu plus tard, j'ai été accueillie par la phrase suivante: « Quelle impolitesse de votre part d'être en retard alors que vous aviez pris rendez-vous. » Mais l'avocat a déclaré calmement: « Nous ne vous avons pas convoqué ici. C'est vous qui êtes venu et qui avez annoncé, après avoir été informé, que nous serions désormais votre interlocuteur. » En entendant cela, l'énergie d'Édouard s'est instantanément dégonflée. Ma belle-mère s'est avancée en disant « Puisque nous sommes tous là. Parlons. Je peux imaginer qu'on revient facilement après un tel départ, mais si on montre des remords, c'est une autre histoire, affirma-t-elle avec force tandis qu'Amy et Édouard acquiesçaient, supposant que j'accepterais immédiatement leur proposition. Quel optimisme. Après avoir échangé un regard avec l'avocat, il commença: « Je ne crois pas que Tiffany ait l'intention de retourner à son ancienne vie. Nous devrions discuter des procédures de divorce, du partage des biens et de la compensation. » Sous le choc, tous les trois éclatent de rire. Pas question de divorcer. Quelle audace de parler de partage des biens et de compensation. De quel droit dites-vous de telles choses? La dispute s'envenime jusqu'à ce que l'avocat intervienne en toussant bruyamment. Après que la salle se soit calmée, j'ai déclaré: « Le divorce est déjà acquis. S'il n'y a pas d'accord, nous passerons à la médiation ou au tribunal. » Ils ont tenté de protester à nouveau, mais une toux de l'avocat les a fait taire. Après une discussion privée, ils signent rapidement les papiers du divorce, ce qui est surprenant. Cependant, lorsque la question des biens et de la compensation a été abordée, leur comportement a changé du tout au tout. Il est scandaleux de diviser les biens. Vous n'étiez qu'une employée à temps partiel et dépendiez essentiellement d'Édouard. Ils se sont mis à crier: « Je regrette de t'avoir eu comme épouse. C'est nous qui devrions demander une compensation. » Ils ont critiqué Ashley. J'ai alors présenté une copie du livre de comptes du ménage pour les 5 dernières années et les relevés de comptes bancaires correspondants. À eu début, ils ont semblé incapables de comprendre la situation, mais au fur et à mesure que l'avocat développait les détails, leurs expressions ont progressivement changé. En fait, c'est moi qui ai assumé la majeure partie des frais de subsistance pendant cette période. Soit environ $3 200. C'est impossible. Je contribuais au ménage à hauteur de 1 500 $ par mois.
A protesté Edouard. Malgré les objections d'Edouard, les paiements échelonnés des cartes de crédit d'Edouard et de ma belle-mère étaient presque identiques, à savoir $1 420, par rapport aux $1 500 qu'il prétendait contribuer. Même si son salaire a été déposé, il n'a fait que transiter. En revanche, les $3 200 provenant de mon salaire couvraient tout, de l'hypothèque pour les travaux d'amélioration de la maison au prêt pour leurs 2 voitures, en passant par les courses quotidiennes et les services publics, et même les prêts pour l'achat de meubles et d'appareils électroménagers. Pendant ces 5 années, Tiffany a travaillé comme chef comptable sur son lieu de travail actuel. Elle a affecté la quasi-totalité du montant aux dépenses du ménage, soit un total d'environ $190 000. Après de telles contributions, être encore traité comme un parasite est extrêmement injuste, ne pensez-vous pas? A déclaré l'avocat, mais ils ont lu les copies avec empressement tout en étant stupéfaits, face à l'indéniable vérité. Plus tard, comprenant peut-être leur position désavantageuse, ma belle-mère a soudain adouci son ton. Tiffany, nous étions autrefois une famille, n'est-ce pas? Cessons le conflit et continuons à avancer pacifiquement chacun de notre côté. En entendant cela, j'ai répondu, en effet. Dans un accès de colère, j'ai vendu les meubles et les appareils. Agissons tous les deux avec maturité. J'ai alors demandé à l'avocat de préparer un document de divorce par voie de médiation. La convention de divorce stipulait que les 2 parties renonçaient à leurs prétentions en matière de partage des biens et de compensation. Cela a marqué la fin de nos 20 ans de mariage. Mais la saga ne s'est pas arrêtée là. 2 mois plus tard, par le biais du seul média social que je n'avais pas bloqué, j'ai commencé à recevoir de nombreux messages de ma belle-mère et d'Edouard. Au début, je les ai ignorés, mais les messages incessants tout au long de la journée sont devenus insupportables. J'ai décidé de les affronter une dernière fois au cabinet de l'avocat. En arrivant en avance, j'ai trouvé Edouard et les autres qui attendaient déjà, leur comportement inchangé mais visiblement plus hagard. En m'apercevant, Edouard a haussé le ton. C'est vrai que vous avez acheté un nouvel appartement? J'avais choisi une propriété qui n'était pas liée à son entreprise. Mais on dirait que les nouvelles vont vite. Et ma belle-mère s'est également mise en colère. D'où vient cet argent? Ne s'agit-il pas d'un bien commun issu de notre mariage? J'ai répondu calmement à leurs accusations en leur montrant le document relatif à la renonciation au partage des biens sur lequel nous nous étions mis d'accord. Edouard et ma belle-mère semblaient avoir oublié cette vérité dérangeante, exprimant leur choc avant de protester. C'est la même chose que d'être trompé. Le problème, c'est que vous avez gardé des secrets. L'avocat est intervenu, l'appartement de la Furtifine du fonds provenait de l'exercice de stock options dans son nouveau travail, ce qui n'est pas soumis à la division des biens. Si vous avez des objections, nous pouvons engager une action en justice. Edouard ne sait plus où donner de la tête. Pendant ce temps, ma belle-mère déclarait, « Très bien, alors je porterai l'affaire devant les tribunaux. » J'ai répondu calmement, « Si c'est le cas, je demanderai également une indemnisation. » Et la recherche ouverte d'Edouard pour un partenaire de remariage, même avant notre divorce, m'a causé une détresse émotionnelle importante. Avec un sourire, ma déclaration a fait pâlir le visage de ma belle-mère. À côté d'elle, je m'adresse à Amy, déconcertée. Bien sûr. Je vais demander une compensation pour la détresse mentale que j'ai subie dans le passé. J'ai conservé toutes les preuves des insultes et du harcèlement dont j'ai été victime, et j'ai déposé sur la table des appareils d'enregistrement, des supports de données et des messages imprimés, ce qui a fait changer l'expression d'Amy. J'ai parlé d'Amy. Connaissez-vous Megan Thompson? C'est la fille de mon supérieur direct, ce qui surprend encore plus Amy. J'avais déjà discuté de ce tumulte avec le directeur général Thompson, qui m'avait donné des conseils. Sa fille Megan occupe un poste important et supervise un département de l'entreprise où je travaille. Je l'ai rencontrée à plusieurs reprises lors d'événements organisés par l'entreprise, comme des barbecues et des fêtes de fin d'année, au cours desquels nous avons eu l'occasion d'échanger nos points de vue. Megan est une personne charmante qui illumine la pièce et qui peut converser amicalement avec n'importe qui. Cependant, elle a été victime d'un harcèlement déraisonnable de la part de son patron dans l'entreprise qu'elle a rejointe,
ce qui a eu un impact sur sa santé mentale et l'a conduite à prendre un congé. Il est choquant de constater que l'auteur de ce harcèlement n'était autre que ma sœur à Miami. Pour évoquer brièvement le contexte familial de Meghan, ses parents ont divorcé lorsqu'elle était jeune, et elle a grandi dans un foyer père-fille avec son père. Elle a donc grandi sans le soutien chaleureux d'une femme plus âgée qu'elle. Lorsqu'elle m'a contacté pour me demander un soutien émotionnel, j'ai immédiatement accepté sa demande. Nous avons discuté autour d'un thé dans un café, abordant tous les sujets, des banalités quotidiennes à ses problèmes professionnels. À au cours de nos conversations, le nom d'Amy est apparu. J'ai été surpris. Il s'est avéré par la suite qu'Amy n'était pas en congé pour cause de maladie, mais qu'elle avait reçu l'ordre de rester à la maison parce que ses actions inappropriées à l'égard de Meghan étaient devenues un problème. J'ai ressenti un fort sentiment d'urgence et j'ai eu l'impulsion finale pour procéder au divorce pour une raison claire. J'avais prévu que si ma sœur à Miami perdait son emploi, elle emménagerait très certainement dans notre maison. Un tel scénario me mettrait à rude épreuve sur le plan financier et émotionnel. Alors que je réfléchissais à la manière de procéder avantageusement au divorce, Édouard et ma belle-mère m'ont inopinément mise à la porte, ce qui, par un heureux hasard, a retourné la situation en ma faveur. Pour profiter de cette occasion, j'ai exagéré en vendant des meubles et des appareils électroménagers. Cet acte était une tactique pour feindre une perte mutuelle afin d'éviter le partage des biens et les demandes d'indemnisation, motivée par la volonté d'empêcher le mouvement des fonds provenant de l'exercice de mes options d'achat d'actions cachées. En raison de la nature dépensière d'Édouard et de ma belle-mère, nos économies étaient maigres et un partage strict des biens m'aurait laissé en perte. J'ai donc élaboré une stratégie intelligente pour protéger ma position tout en menant à bien le divorce. J'ai compris qu'il serait vain de demander une compensation à une partie qui n'a pas les moyens de payer, même si je gagnais. J'ai donc mis l'accent sur ma contribution aux frais de subsistance, créant ainsi un semblant d'endettement pour les inciter à accepter la renonciation au partage des biens. Édouard, ma belle-mère et Amy ont fini par comprendre la situation. Ils se sont sentis soulagés, pensant qu'en m'expulsant de la famille, ils retrouveraient une vie paisible, mais leur hypothèse était naïve. Le déclin de leur niveau de vie après mon départ était flagrant. Et ma belle-mère en particulier, qui, comme je l'avais déjà souligné, continuait à clamer haut et fort à ses amis, à sa famille et même à de lointaines connaissances qu'elle avait l'intention de rompre les liens avec une belle-fille qui ne pouvait travailler qu'à temps partiel et qui ne voulait même pas lui donner un petit enfant. En outre, elle cherchait activement des possibilités de mariage pour Édouard, en disant: si vous connaissez des jeunes femmes convenables, veuillez les présenter à mon fils. Et la liste des critères de la belle-fille idéale qu'elle propose est irréaliste et pleine d'injustice. Ces exigences sont non seulement anachroniques, mais elles dépassent également les limites de l'éthique, reflétant ses désirs personnels détachés. Elle était excessivement attachée à la jeunesse comme facteur d'une épouse potentielle et rejetait généralement l'idée d'une expérience sociale étendue. Elle attendait également de la belle-fille qu'elle rompe les liens avec sa famille et qu'elle reçoive d'elle un certain nombre d'actifs d'avance, ce qui était extrêmement injuste. En outre, elle exigeait une preuve médicale de la fertilité de la femme avant le mariage, une demande extrême qui ne respectait pas les droits de l'homme. Ces conditions ont choqué tout le monde par leur démesure et leur irrationalité, ce qui a valu à ma belle-mère de nombreuses critiques. Chacune de ces déclarations émanait d'une vision profondément égocentrique et ne rencontrait aucune sympathie de la part des auditeurs. Dans ces conditions, il n'y avait pas de place pour un examen sérieux de ces propositions, ce qui mettait encore plus en évidence ces exigences irréalistes. L'absurdité de ces conditions a aliéné et déçu tous ceux qui les ont entendues. Malgré ces tentatives d'imposer ces attentes irréalistes, la réponse de son entourage a été nettement froide et dédaigneuse. Même en ajoutant des critères tels que la beauté, l'élégance et la taille, tout le monde a senti la vacuité de ces exigences, et aucune demande en mariage n'a été faite à Édouard. Par conséquent, alors que ma belle-mère s'empressait de chercher des candidats au mariage, elle fut de plus en plus rejetée et ignorée par son entourage. Lorsque la nouvelle de notre divorce s'est répandue, elles sont devenues le sujet de commérages locaux, connus sous le nom de la mère et de l'enfant embarrassant. Auparavant arrogante, ma belle-mère ne pouvait plus supporter le jugement sévère de la société et a commencé à s'isoler chez eux. De temps en temps, des cris et des bruits de vaisselle cassée
émanait de leur maison, devenant un sujet de conversation entre voisins. Il semble que ma belle-mère soit incapable de contrôler ses émotions depuis que j'ai quitté la maison. Alors qu'elle m'utilisait auparavant comme exutoire de son stress et trouvait du réconfort dans les courses et les voyages, il se peut qu'elle déchaîne à présent sa frustration dans l'enceinte de sa maison. Quant à Edouard, puisqu'il m'avait confié la gestion de ses finances, il ne savait pas comment s'y prendre avec moi. Même après que l'avocat lui a expliqué la situation, il a continué à surestimer ses capacités. En revanche, le duo mère-fille, censé prendre en charge les tâches ménagères, les trouvait trop gênantes et négligeait ses responsabilités. Leur repas se résume à des plats à emporter ou à des produits de grande surface, elles font appel à des services de nettoyage et de blanchisserie, laissant de côté d'autres tâches administratives mineures. En conséquence, leurs finances se sont effondrées en l'espace de 2 mois. Edouard a dû récupérer sa carte de crédit auprès de sa mère, et son régime alimentaire est devenu simple et déséquilibré. J'ai entendu dire que ses repas se composaient désormais de toast et de café au petit déjeuner, de nouilles coupées au déjeuner et d'aliments au rabais au dîner. La lessive était faite et mise en vrac lorsque les vêtements venaient à manquer, et le nettoyage ne portait que sur les parties visibles. Ce qui a entraîné une dégradation de la santé d'Edouard en raison d'une mauvaise alimentation et d'une mauvaise hygiène. D'apparence jeune, il a pris du poids, sa peau s'est dégradée et ses cheveux sont devenus gras, diminuant son charme d'antan. Les clients se plaignent de plus en plus, d'autant plus que l'apparence est importante dans la vente, ce qui entraîne sa réaffectation à un rôle de back-office et une réduction de salaire. Prenant acte de cette prise de conscience, Edouard a pris contact avec l'avocat, exprimant son désir de rompre les liens avec sa mère et sa sœur et de prendre un nouveau départ avec moi. Cependant, comme j'avais demandé à l'avocat d'empêcher tout contact avec moi en toutes circonstances, l'avocat a fermement rejeté les souhaits d'Edouard. Il a été prévenu que s'il essayait de pénétrer de force sur mon lieu de travail ou dans mon nouveau logement, la police serait prévenue pour empêcher tout contact. Ami, autre personnage clé de cette saga, a dû faire face aux critiques de Meghan, que j'avais informé de la situation. Meghan s'est exclamée, « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Et moi qui pensais que tu avais changé au moins un peu après ce qui s'était passé entre nous. Blâmer Tiffany pour votre divorce et continuer un tel harcèlement, comment pouvez-vous être aussi méchant ?» Lorsque Meghan a contacté son employeur pour démissionner, on lui a demandé ses raisons. Elle explique qu'il s'agit d'une affaire personnelle qui n'est pas directement liée à son travail, mais elle expose les problèmes au RH et à l'administration. Après avoir constaté le choc de tout le monde, elle a déclaré « Je reconnais qu'il y a eu des imperfections de ma part également. Je pensais que nous pouvions faire des compromis et coopérer dans l'intérêt de l'entreprise s'il y avait des remords sincères. Cependant, j'affirme que ce n'est pas possible. » En présentant sa démission, elle a ajouté « Travailler à nouveau sous sa direction serait mentalement impossible. » Meghan a terminé en douceur son processus de démission et a été transférée dans une autre entreprise du même secteur, ce qui lui a permis de travailler à domicile jusqu'à ce que sa santé soit complètement rétablie. Dans son ancienne entreprise, sa démission soudaine, alors qu'elle était en congé, a choqué ses collègues et ses supérieurs. Et la nouvelle que son départ était dû au harcèlement incessant de Mamie s'est répandue en interne et en externe, exacerbant la situation. Cette rumeur s'est rapidement propagée, affectant considérablement l'atmosphère de l'entreprise. Les ingénieurs d'affaires qui respectaient Meghan ont commencé à reconsidérer sérieusement leur carrière, ce qui a entraîné une vague de mutations et de démissions. Les décisions de Meghan ont eu un impact profond sur de nombreuses vies. Et la direction de l'entreprise a reconnu la gravité de la situation et a convoqué une réunion d'urgence. Elle a décidé de transférer rapidement Amy dans une entreprise apparentée, dans une autre région, afin de trouver une solution immédiate. Bien que cette décision ait été difficile à accepter pour Amy, elle a été communiquée dans le cadre d'un forum où il n'y avait pas d'autres options. D'abord réticente, Amy a dû accepter à contre-cœur la mutation lorsqu'elle a été confrontée à la menace d'un éventuel licenciement. Même dans son nouvel environnement, ses actions passées l'ont précédée, ce qui l'a inévitablement isolée dans son nouveau bureau. Entourée de collègues qui l'évitent, sauf pour les conversations nécessaires liées au travail, Amy passe ses journées dans la solitude,
envisageant de démissionner et souhaitant ardemment retourner dans sa ville natale. Amy est confronté aux critiques incessantes d'Edward et de sa mère. Tu seras un fardeau si tu reviens au chômage. Qui pensez-vous qui a atténué ce malheur? Il la réprimande et la rejette complètement en disant: Tu es la calamité même qui a apporté le désastre dans cette maison. Ces événements illustrent de manière frappante les circonstances tragiques auxquelles Amy était confrontée. J'ai entendu dire qu'elle travaillait maintenant dans un département calme et isolé d'une filiale, loin de ce qu'elle était auparavant, devenant une présence humble et inaperçue, se concentrant avec diligence sur ses tâches. Elle est devenue l'ombre d'elle-même, n'attirant plus l'attention et se fondant dans le décor. Ma propre vie a également connu un tournant important. Après avoir réglé les événements tumultueux, y compris la fin officielle de mon mariage avec Edward, je me suis lancé dans un nouveau chapitre avec le directeur exécutif Thompson, encouragé par la chaleureuse recommandation de sa fille, Meghan. En repensant aux 20 années passées avec Edward, je n'avais au départ que peu d'intérêt à me remarier. Toutefois, Meghan m'a encouragé en me disant: le mariage peut changer de manière significative en fonction du partenaire que vous choisissez. Mon père est peut-être plus âgé, mais il est vraiment une perle rare. En effet, en moins d'1 an avec le directeur exécutif Thompson et Meghan, j'ai connu plus de sourires et de bonheur qu'en 20 ans avec Edward. Être un partenaire pour partager la joie de s'exprimer et de vivre librement apporte un sentiment de bonheur incommensurable. Même si je regrette parfois de ne pas avoir pris cette décision plus tôt, s'attarder sur les regrets du passé est un gaspillage du présent, qui est inestimable. L'avenir, je suis déterminée à chérir la nouvelle vie de famille avec Meghan et le directeur exécutif Thompson, et à construire ensemble un avenir plus riche et plus paisible.